Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie, avec toute l'équipe et nos invités, de vous retrouver comme chaque semaine pour analyser l'actualité hebdomadaire. Et aujourd'hui, on commencera avec les suites du limogeage la semaine dernière de 4 ministres du gouvernement. On reviendra sur les retombées politiques de cette décision. Et puis ensuite, toujours en politique, nous évoquerons la crise interne au PJD, une crise désormais ouverte depuis qu'une proposition de modification des statuts a été entérinée, une modification qui pourrait permettre au secrétaire général Abdelillah Benkiren de briguer un 3e mandat. Une idée qui est loin de faire l'unanimité et qui suscite de nombreuses tensions. Nous y reviendrons. Et puis en fin d'émission, nous irons en Catalogne pour faire un point sur la situation qui reste très compliquée un mois après le référendum de la discorde. Et pour nous accompagner aujourd'hui sur tous ces sujets, nous recevons Naïm Kamel, le directeur de publication de Quid.moi. Bonjour Naïm. Bonjour Hanan. Vous allez bien? Alhamdoulilah. En forme? Très bien. À vos côtés, le professeur Ali Sidjari, professeur de droit public. Merci beaucoup d'être avec nous, Ali Sidjari. Et j'en profite pour parler de votre dernier ouvrage, L'art de gouverner ou le courage de changer, un livre et un titre d'appoint, on va dire. Merci beaucoup, Ali Sidjari, d'être avec nous. Qui répond à des questions d'actualité. Marhaba. Et on le présentera à chaque fois un jour. Avec grand plaisir. Et enfin, sur notre plateau également, Aziz Saïdi, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On est ravis de vous revoir, toujours rédacteur en chef de la Tribune Afrique. Tout à fait, ravi de même. Également. Alors, messieurs, je le disais, on va commencer avec un retour sur ce fameux limogeage la semaine dernière de 4 ministres du gouvernement, que d'aucuns ont appelé un séisme. Un premier tour de table d'abord sur tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit depuis une semaine sur cet événement. Est-ce que vous partagez l'idée que c'est une véritable rupture, comme cela a été beaucoup dit? Naïm Kamel, on ne perd pas les bonnes habitudes, on commence avec vous. On ne perd pas les bonnes habitudes. Non, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose pas tout à fait de nouveau. On a vu des limogeages se produire, mais parfois par unité. Là, ce qui fait la différence, c'est que ça intervient d'abord par un bloc, ensuite dans une situation presque de tension et de crise, parce qu'il fallait donner un coup de fouet à tout ce qui est en train de se passer. Donc, on est là et on attend. Maintenant, il faudrait espérer qu'on ne va pas attendre longtemps, parce que plus on attend, plus les spéculations vont bon train, plus les enchères montent, et puis après, quand ça grandit énormément et que ça ne donne pas les espérances que les spéculations, qui ne sont que des spéculations, ont fait naître, on a l'impression que c'est la montagne qui accouche d'une souris. Donc il ne faut pas qu'on en arrive à ce stade-là. Ali Sidjari, oui, un retour sur cet événement. Oui, il est important aujourd'hui de parler, de discuter, c'est la profondeur de la sémantique des mots que nous sommes en train d'utiliser. Ce qu'il faudra peut-être remarquer, c'est que ce séisme politique est le résultant d'un séisme social qui l'a précédé, qui l'a déclenché. Il y a une relation de cause à effet entre les deux. Un séisme localisé, circonscrit dans le temps et l'espace. Et aujourd'hui, on ne peut pas avancer des jugements fermes, définitifs, dès lors où nous attendons à ce que le séisme crée, ce que vous venez de dire à l'instant même, une véritable rupture. Ce qui marque la gestion publique, ce qui marque les orientations majeures d'un État, c'est de créer une rupture. Rupture par rapport à un mode de gouvernance contre-productif, médiocre et coûteux en termes, pour aller vers quoi? Vers quelque chose de meilleur. Alors on verra, non seulement à partir du changement de gouvernement, est-ce qu'il va y avoir un changement de tendance générale dans l'ensemble du pays, parce qu'il n'y a pas que l'affaire de l'Husseima, il y a l'affaire d'autres projets qui ont, soit à Casablanca, soit à Marrakech, sectoriels, localisés, urbains, mais aussi nationaux. Donc il faudra que le secousse touche les autres partenaires sociopolitiques pour que l'exemple soit donné au niveau national. Les Marocains aujourd'hui attendent l'exemplarité. Pour que le passé, pour que le passé laisse la place à une bonne vision de l'avenir. Aziz Saïdi. Tout à fait. Moi, je pense que c'est une décision qui vient mettre un acte sur un discours qui était celui du discours du trône, où on voyait qu'il y avait, dans la vision royale, il y avait... Et le discours de la rentrée parlementaire également, qui était dans la même veine. Tout à fait. D'ailleurs, le mot séisme politique, c'est là où il a été introduit. Et je pense donc, là, ça vient mettre en axe un discours et un changement de vision royale, où on vient, bien sûr, souligner le fait
que désormais, il y a la question de la reddition des comptes qui est au centre de l'activité politique. Maintenant, comme le disait Sisdjari, ce limogeage est en rapport avec une crise sociale qui a éclaté à El Hoceima depuis 1 an. Elle vient répondre justement par cette décision à des aspirations et surtout à des manquements qui ont été soulignés par M. Jto dans son rapport, en tout cas dans la fiche analytique de ce rapport, parce que je n'ai pas eu accès au rapport en entier. Donc on pourrait dire que c'est une décision qui ouvre la voie peut-être à une rupture, mais encore faut-il que cette rupture soit vraiment consommée sur le terrain, parce que je ne pense pas qu'il n'y a que ces ministres-là qui soient en défaut. Hein. Donc, et aujourd'hui, les secrétaires généraux de ces ministères sont également touchés par tout à fait, mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Si on pointe du doigt les manquements, il faut que ça soit fait de manière exhaustive. Il faut que, bien sûr, il faut qu'il y ait une rupture, mais il ne faut pas que cette rupture soit non plus quelque chose de destructeur. Il ne faut pas détruire le paysage politique. Mais par contre, c'est un signal fort, voilà, et qui peut permettre, en tout cas, de dire que maintenant, le temps où un responsable politique, quelle que soit sa position, pouvait ne pas rendre des comptes sur une gestion qui n'a pas été bonne, eh bien, c'est fini. Parce que c'est dans le même sens. On parle trop rapidement et trop vite de séisme. Le séisme n'a pas encore eu lieu. Ce qui s'est passé, c'est un coup de semence. Le séisme, c'est l'épée de Damoclès. Alors, on a donné des orientations, on a mis le doigt, enfin d'abord on a fait, ça veut dire quand je dis on a, c'est le roi qui a fait le diagnostic total, général, global, au fait qui est la compilation pratiquement de tous ces discours depuis quelques années, que ce soit à l'occasion de la fête du trône, de la marche verte, à l'entrée du Parlement. Chaque fois, il pointait un secteur et il en pointait les dysfonctionnements. Et à un moment donné, comme il y a eu ces problèmes de la région de Hoceima et que ça prenait des formes très, très exacerbées, il a fallu à un moment donné intervenir. Et donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est comment remettre l'appareil, et je l'ai dit l'autre fois, comment remettre l'appareil tel qu'il a fonctionné entre 2000 et 2008, on va dire jusqu'à 2011, en marche pour que cette vision, cette dynamique revienne et se réinstalle dans la vie politique et dans la vie économique et culturelle du pays. Alors, on a l'impression qu'il y a une conjoncture... Oui, je vous donne la parole à Alice Djari. Une conjoncture très, j'allais dire, complète de la situation, puisque le roi Mohamed VI, dans le discours de la rentrée parlementaire, a appelé à l'instauration, à la construction d'un nouveau modèle de développement. En même temps, on est en train de punir les mauvaises gestions et la mauvaise gouvernance. Donc, quelque part, c'est tout un modèle qui est à revoir, à la fois dans la construction des projets et donc le modèle de développement et le modèle de gouvernance. Est-ce que ça va forcément ensemble et qu'est-ce que ça peut augurer? Justement, il faut dépasser, transcender cette lecture à la fois aujourd'hui momentanée et temporelle dans le temps et l'espace. Le séisme a un effet libérateur d'ordre psychologique par excellence. Mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Il a un effet libérateur parce que les Marocains sont là, fatigués d'une mauvaise gestion qui a caractérisé le Maroc au cours de ces 50 dernières années. Il y a une lassitude de manière générale. Le limogeage, ce n'est pas une rupture, le limogeage. On peut limoger à la fois, mais non. C'est ce qu'attendent les Marocains. Au-delà de limogeage des personnes, identifiées ou non identifiées, c'est peu importe, ça peut passer, c'est un acte normal, quotidien. C'est qu'il faudra aujourd'hui absolument analyser les conséquences ou les enseignements qu'il faudra en tirer. Et le premier, de manière générale, c'est qu'on attendait de l'État depuis des années à ce qu'il réforme. Mais aujourd'hui, on attend de l'État à ce qu'il réforme lui-même. Ça dépasse complètement les limogeages. Ce qui est question, ce n'est pas simplement le gouvernance ou les ministres identifiés et personnalisés. Non, c'est l'État lui-même qui doit se réformer dans le cadre d'une nouvelle vision de développement. Le modèle de développement classique, c'est longuisté. Moi, j'arrive difficilement à définir les contours et les éléments, les dimensions essentielles de ce modèle de développement. Pour passer d'un modèle décliniste à un modèle producteur, de résultats, de projets, de pensées, d'idées et de visions de l'avenir.
Les Marocains aujourd'hui ne savent pas où il allait. La deuxième leçon qui me paraît essentielle et importante, ce qui apparaît en filigrane derrière ce séisme politique, entre guillemets, c'est tout simplement la question de la malgouvernance qui a caractérisé le Maroc aujourd'hui et qui a eu un impact négatif au niveau de toutes les sphères d'activité et surtout sur le bien-être collectif et surtout sur la démocratie représentative. Donc, deuxième question majeure, il y a une question de politique publique. Que la Constitution marocaine de 2011, pour la première fois, a essayé de cerner le contour et qu'on n'arrive pas à les mettre en œuvre. Qui produit les politiques publiques? Qui fabrique les politiques? On parlait du projet de Husseima. On ne sait pas comment ils étaient fabriqués, comment ils étaient pensés. Donc il faut avoir tout le processus de construction des projets. De politique publique. Et qui dit politique publique dit une fin, la conduite de l'action publique. Narim Kamel. Justement, moi je voudrais juste une petite mise au point. Et parce que j'ai lu ces derniers temps que des ministres, justement dans la production de ces programmes de développement du projet Manarat al-Moutawassit, phare de la Méditerranée, il y a des ministres, en aparté, commencent à confier à des journalistes, à des amis, qu'eux, ils n'étaient au courant de rien, que le jour même de la signature, ils ont été prévenus, et qu'ils ont été signés sans savoir sur quoi ils signaient. Alors là, c'est un scandale. Quand on a fait ça, on se tait. Parce que sinon, je me rappelle la fameuse phrase de Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Un ministre, s'il était vraiment un responsable, qui n'attendent pas qu'il ait été limogé pour venir dire « Ah, on n'était pas au courant ». C'est à ce moment-là, il fallait, avec le courage nécessaire. Moi, je connais même des ministres, autant de Hassan Abdullah Rahman, qui l'ont fait. C'est très rare. Mais ça a été fait. Tradition. Ça a été fait. C'est-à-dire... Il y a des précédents. Il y a des précédents et ça n'a pas eu de conséquences autres que celles d'un éloignement. Il faut l'assumer. Mais si on n'est pas capable d'assumer l'éloignement et de rester ministrable et ministre coûte que coûte, quitte à signer sur des documents dont on ne connaît pas la teneur, sans pouvoir demander juste un délai pour pouvoir les lire et dire son point de vue, je suis désolé, on devrait aujourd'hui, un peu de pudeur, ne pas le dire. Parce que c'est au moment où ça s'est fait qu'il devait démissionner. Beaucoup de ministres sont habitués à ça. Non, à échouer dans leurs fonctions. Je suis désolé, je vais vous parler d'un personnage que je n'aime pas beaucoup. C'est Mohamed Ziyan. Quand il n'a pas été d'accord avec la politique d'assainissement menée par Driss Bsri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Et il l'a dit. Parce que c'est Ziyan. Oui, pourquoi les autres? Pourquoi Nabil Abdellah ne serait pas Ziyan? Non, mais Abdellah est fait alors que lui, il vient d'un parti frondeur, contestataire, ancien communiste, etc. Non, soyons sérieux. Aziz Saïdi. Tout à fait. Moi, j'abonde dans ce sens et j'irai même plus loin. On a eu des ministres figurants. Ouais. Et on a des gens qui sont là, qui se cachent derrière la coupole royale pour pouvoir juste se targuer d'être ministre. Mais dans les faits, en fait, ils sont là, ils suivent la tendance, on va dire. Quand on dit, d'accord, Al-Husseima, il faut un projet de développement socio-économique inclusif et tout ça, je ne pense pas qu'ils réfléchissent vraiment à ce qu'ils veulent faire. Ils sont là pour suivre la tendance. Or, justement, je pense que le dossier de Husseima a montré les limites de ce modèle, puisque tout le monde se cache derrière le roi. Or, maintenant, à travers cette décision, tout le monde doit désormais prendre ses responsabilités. Au sein même, quand on n'est pas d'accord, on le dit dans une commission interministérielle ou dans des réunions, en conseil de gouvernement, on fait passer le message. Quand on a d'autres priorités, on peut le dire aussi. Mais je pense que justement, ça, c'est une culture qui est en train de... qu'on est en train de semer. Ce n'est pas quelque chose qu'on aura du jour au lendemain. Je pense qu'on restera toujours, pour quelques temps encore, dans des schémas qui sont consommés. Mais je pense qu'encore une fois, c'est un signal justement pour dépasser ce problème qui est essentiel, qui est celui de la responsabilité. Or, sans reddition des comptes, on ne peut pas être responsable. Là, à mon avis, c'est un limogeage. Non, mais est-ce qu'on a parlé... Attendez, Naïm, attendez. Sinon, s'il y a reddition des comptes,
on ne peut pas, on n'est plus responsable. Et on ne peut faire de la reddition des comptes que si on est réellement responsable. Donc il faut l'assumer, cette responsabilité. Tout à fait. Mais maintenant qu'il y a justement ce genre de limogeage, moi j'irai plus loin, parce que si ces gens-là ont mal géré leur dossier, si ça va au-delà, il faut peut-être punir aussi. Enfin, le limogeage en soi, il faut des sanctions. Le limogeage en soi n'est pas une fin. Mais par contre, ce qui est important, c'est que maintenant que ce signal est donné, beaucoup de gens auront peur la prochaine fois de justement faire de la figuration, et j'espère qu'ils auront maintenant le courage politique d'assumer leur position et de défendre ce qu'ils ont à défendre. Alors, oui, Ali Sidjari, ensuite la question suivante. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on n'a pas de figurants. On a des gens que l'État choisit, et on sait pourquoi il a choisi, et qui répondent à des rapports pas institutionnels, mais personnels avec l'État, par le canal de l'allégeance, par le canal des politiques. La deuxième leçon qu'il faut tirer à la fois d'aujourd'hui, c'est la nature de cette démocratie qu'on voulait construire, représentative, directe ou indirecte. Là, c'est la deuxième leçon importante, pour mettre à l'intérieur non seulement la place du Parlement, la place du gouvernement, la place de chaque ministre, la place des coalitions. Qu'est-ce que c'est une coalition? Quand on fait une coalition hétérogène, mais personne n'est responsable. Ils sont d'accord sur rien, absolument sur rien. Il y a ce lien personnel aujourd'hui avec qu'il faut rompre, et que le lien soit institutionnel. C'est pour cela que nous avons des figurants. Une dernière question pour clore ce sujet. Ce limogeage est intervenu. Il faut bien maintenant remplacer ces ministres qui sont partis. Beaucoup de spéculations aujourd'hui. Les remplaçants ont été nommés, désignés, les intérimaires par un bulletin, dans le bulletin officiel de ce lundi. Est-ce que ces tractations ou les discussions qu'il y a aujourd'hui peuvent laisser imaginer une recomposition de la majorité gouvernementale? Naïm Kamel. Je ne crois pas que ça puisse donner lieu à la recomposition de la majorité, sinon sachant qu'un des partis, le PPS, ne s'est pas encore prononcé. On va retomber dans le cercle vicieux qui a été celui de la formation du premier gouvernement. Mais des partis comme le PPS, par exemple, ne savent pas s'ils vont rester dans le gouvernement encore. Dans son communiqué, le roi a été clair. Il a demandé au chef du gouvernement de lui proposer des noms pour occuper les postes vacants. Il ne lui a pas demandé d'aller consulter la constitution d'une nouvelle majorité ou d'un nouveau gouvernement. Juste un à la place d'un. Sauf si en cours de route, cela change. Mais pour l'instant, l'instruction était claire, elle est dans le communiqué, c'est le remplacement des postes vacants. Et normalement, d'ailleurs, c'est ce que semble avoir fait aujourd'hui l'Atmani. S'il a contacté le secrétaire général du PPS, il a contacté le secrétaire général du mouvement populaire, parce qu'ils sont les premiers touchés dans ces limogeages, pour essayer d'avoir des propositions et avoir une idée. Bon, il y a le PPS qui est en train, le MP a clarifié sa position. Il reste dans le gouvernement. J'y reste. Le PPS est en train de jouer les fers à bras. Un peu tard pour le faire, je crois. Alors, quand on a été depuis 1998 dans le gouvernement, dans tous les gouvernements, politiques, apolitiques, politiques, etc., et qu'on a théorisé que l'existence même et le développement, l'épanouissement du PPS passait par la présence au gouvernement, ce n'est pas la peine, parce qu'aujourd'hui, il y a un tel ou un tel qui ont été débarqués, qu'on va changer la théorie et refaire un PPS à leur mesure. Alors, il se réserve la décision pour ce samedi avec la réunion du Bureau national. Aziz Saïdi? Moi, je ne suis pas vraiment d'accord dans le sens où c'est clair que là, il s'agit d'un remaniement technique. C'est des gens qui ont été limogés, qui doivent être remplacés dans la même majorité. Sauf que on est dans une période qui est quand même pas anodine, où on en parlera, on a un congrès du PJD qui arrive, on a le PPS qui est totalement remis en cause dans sa participation parce que c'est le plus touché par le nombre, mais aussi parce que c'est le secrétaire général du parti qui a été limogé. Nabil Ben Abdallah. Donc, je pense qu'il y a des éléments extérieurs qui vont faire que on ira, bon an, mal an, vers une recomposition de la majorité. Maintenant, pour ne pas perdre de temps, justement, on a des intérimaires. On a des intérimaires qui ont été nommés, qui vont gérer ces départements, enfin, c'est expédier les affaires courantes, mais c'est mon humble avis. C'est une opération technique systématique. C'est une opération technique, mais je pense que les tenants, qui est le premier élément, c'est d'abord que le secrétaire général d'un parti qui fait partie de la coalition gouvernementale qui a été limogé,
je pense que le PPS, je ne sais pas s'il survivra politiquement à cette charge. En tout cas sous cette forme hein, et sous ce mandat. Il y a d'autres éléments. On a un parti de l'Istiqlal qui a changé aussi de secrétaire général. Moulay Ismaël Alaoui était secrétaire général du PPS, il était ministre de l'Éducation nationale, puis il a cédé la place et il est parti. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il a cédé à Nabil Ben Abdallah. Oui, mais il n'a pas été limogé. Oui, mais il est parti. En tout cas, moi je dis On laisse juste terminer que dans le- Aziz Saïdi et Ali juste dans Sidjali le- ensuite. Moi je dis juste qu'il y a beaucoup d'éléments dans le champ partisan qui font qu'il y a une recomposition de fait du paysage politique. Et je pense que Donc c'est pour trop- vous, ça n'est pas sans conséquence le fait que des secrétaires généraux de partis fassent partie des ministres limogés. Que ça peut avoir des conséquences. À mon sens, en tout cas, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a, comme je le disais, il y a aussi le congrès du PJD, il y a aussi le changement à la tête de l'Istiqlal. Donc il y a un changement dans le paysage politique. Alors quand ce paysage politique sera recomposé, quel que soit dans quel sens, il faudra que cette recomposition soit justement intégrée à la vision gouvernementale et donc à la coalition gouvernementale. Elle doit retranscrire cette recomposition. Ali Sidjali. La démarche elle-même est contestable, puisque nous parlions d'un concept clé dans la gestion des politiques publiques, nous parlons de la responsabilité. Non seulement dans son volet évaluation, il fallait que dans ces circonstances-là, dans son changement, faire preuve de responsabilité. Moi, les affaires de personnes, de partis ne m'intéressent pas aujourd'hui. Qui va changer, qui va remplacer l'un et l'autre, ça ne me regarde pas. Ça veut dire qu'on est en train de refaire l'histoire ancienne. C'est l'histoire ancienne. Changer quelqu'un par d'autre. Non. Il s'agit à la fois d'introduire au moins quelques mécanismes de correction et donner du sens à ce vocable de la responsabilité. Ça, c'est la suite. Non, attendez, Il faut bien nommer des ministres. Nous avons aujourd'hui. déjà ce qui a été reproché à ce gouvernement d'être hétérogène. On pouvait s'en passer du PPS, on pourrait s'en passer et nommer à l'intérieur des 5 partis politiques restants, ou 5 ou 4 restants. Ça se passerait si le PPS Attendez, je veux dire, se rebiffe. c'est important. Parce que moi, pour ma conviction, est que ni l'un ni l'autre n'ont aujourd'hui des produits de qualité. Et pour parler des personnes de qualité. Donc, pour la conjoncture actuelle, pour gérer les secteurs notamment de l'éducation, de la santé, ces secteurs névralgiques, on pourrait à la fois recruter des gens de l'association qui en sont qualifiés, reconnus, reconsidérés. Donc au niveau privilégier national. des technocrates, Absolument. c'est cela que vous C'est voulez le dire? Maroc dont besoin. Les Marocains ont ras-le-bol de la politique. Le roi lui-même l'a critiqué. C'était l'occasion d'or pour créer, faire valoriser une éthique politique nouvelle à travers des aménagements. Les Marocains n'ont Un pas... dernier mot, Narim, avant la pause. Les Marocains n'ont pas ras-le-bol de la politique. Ils ont ras-le-bol de la Ras-le-bol de la façon politique dont se fait politicienne. la politique aujourd'hui. Voilà. Parce que Donc, les Marocains font tous les jours la politique. Je voulais on parler le de voit. ça, de politicard. On de est politicard. Et on n'a pas besoin de politicard. On a besoin de gens qui ont de la conviction et qui ont le sens de la responsabilité. Dont parlait Max Weber. L'éthique de la vocation et l'éthique de la responsabilité. Merci, messieurs. On revient dans un court instant. On marque une courte pause, et on revient tout de suite après. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Merci d'être restés avec nous. On continue sur l'actualité politique marocaine avec cette crise désormais ouverte au sein du PJD. Alors, on rappelle très rapidement les faits. Le 15 octobre dernier, la commission de la réglementation et des procédures du parti s'est prononcée pour un amendement de l'article 16 des statuts et une modification des statuts. Les deux permettraient la désignation pour un troisième mandat de Ben Kiren et empêcherait que les ministres soient dorénavant en qualité de ministre automatiquement au sein du secrétariat général. Et voilà ce qui a mis le feu aux poudres. Alors cette décision de la commission de la réglementation et des procédures, est-ce que c'est une déclaration de guerre des partisans de Ben Kiren? Naïm Kamel. Une déclaration de guerre, c'est peut-être un peu trop dire, mais le conflit, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous le voyons. Il était larvé aujourd'hui. Il est larvé, il est déclaré. Il est déclaré. Ben Kiren n'est pas clair dans ses déclarations. On ne sait pas s'il veut vraiment y aller ou il ne veut pas y aller, ou s'il veut faire un coup politique qu'on amende l'article qui lui permettrait de revenir pour le décliner après et dire moi je joue les grands seigneurs, ou il va y aller sérieusement. Cela dit, ça crée une véritable divergence à l'intérieur du PJD, et on voit même se développer une certaine dégradation dans le langage qui jusque-là marquait les islamistes entre eux, qui essayaient une certaine retenue. Aujourd'hui,
on commence à descendre dans les étages un peu plus bas. D'ailleurs, c'est ce qu'a relevé l'une des figures de pro du mouvement Unicité et Réforme, qui est Ahmed Rissouni, qui a dit il va falloir stopper tout ça, sinon on va y aller. Et qui s'est déclaré contre donc, ce troisième mandat de Ben Kirane. Qui s'est déclaré et qui a dit qu'un parti qui ne s'incarne qu'en un seul homme, il est condamné à mourir. Donc il a été très loin. Mais moi je dis c'est surtout, il y a le courant Ben Kirane et il y a un courant qu'on appelle pour... Le courant des ministres. Non, moi on l'appelle le courant du ministrabilisme. Pour essayer de le rabaisser. C'est-à-dire ces gens-là qui sont contre ceci, ce ne sont que des gens qui sont ministres, sachant qu'Ila Ben Kirane a été ministre, que d'autres voudraient bien être ministres, et que s'ils sont aujourd'hui dans le clan de Ben Kirane, c'est parce qu'ils n'ont pas été dans le gouvernement de l'Asmani, etc. Non. Mais il y a une vraie... Mais c'est surtout le torchon brûle de façon... assez intense entre, même si on essaie d'étouffer entre Mustafa Ramid, qui est un membre influent et important du PJD, du secrétariat général. Et qui a fait une sortie très dure contre Ben Kirane. Et moi, je peux en témoigner. Ben Kirane a tout fait pour amener avec lui Mustafa Ramid au gouvernement. Il ne pouvait même pas y aller sans lui, tant il craignait sa puissance de nuisance en dehors du gouvernement. Et aujourd'hui, il vient lui reprocher des choses. Je ne trouve pas ça très élégant. Aziz Saïdi, la plaie est désormais ouverte au sein du PJD. Oui, tout à fait. On voit que le PJD est en crise. Alors la crise, elle ne date pas de l'amendement de l'article 16, elle date du limogeage de Ben Kirane. Donc quand Atmani... Mais ils essayaient de sauver les apparences quand même. Oui, mais ça se voyait qu'il y avait qu'à l'intérieur du parti, il y en a qui ont vécu, on parlait même de Ben Arafa du PJD, parce qu'il disait que le fait que Atmani y aille avec Ramid, avec ses ministres, eh bien justement c'est une trahison par rapport au chef du parti qui est encore Ben Kirane. Alors depuis, je pense que ce courant des ministrables ou des ministres, qui regroupe Aziz Rbah, Mustafa Ramid. Je pense que d'ailleurs Aziz Rbah est plus en avant que Ramid. Ramid, il est là. C'est un peu le porte-flingue, parce que celui qui a plus une vocation à être le prochain secrétaire général du parti, si ce n'est pas le Atmani, ça serait plus Rbah. En tout cas c'est conçu comme tel. Mais je pense justement que là, ce clan des ministres est en train de non pas prendre du galon, mais en tout cas d'essayer de s'émanciper de la figure tutélaire qui était Ben Kirane jusqu'à il y a un an. Pour le parti en lui-même, moi j'aimerais juste souligner que c'est l'un des partis les plus, en interne, les plus démocratiques. Donc, c'est-à-dire que ça a toujours été avec des instances qui ont... Je pense beaucoup plus que dans d'autres partis. Hein. On finit. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes c'est une illusion de démocratie interne. Le PJD oui, en tout cas, c'est-à-dire, on dit, voilà, on réunit des instances qui, eux, vont sélectionner et qui, eux, après, vont une autre instance qui va sélectionner à l'intérieur de la sélection. Mais là, et puis, on donne au secrétariat général la latitude de faire ce qu'il veut. Il y a même un système de liste avec... Voilà, c'est ça. Ouais, en tout cas, je disais qu'en interne, c'est l'un des partis les plus démocratiques au Maroc. Mais je pense que là, le combat n'est plus d'ordre de démocratie interne. Là, le combat, c'est vraiment, est-ce qu'on veut un PJD avec ou sans Ben Kirane? Ça tourne autour de ça. La question est plus simple que ça. Alors juste, Ali Sedjari, par rapport à cette question de la procédure, juste pour vous poser une question, comme ça aussi d'un point de vue du fonctionnement, pour qu'on comprenne, cette modification des statuts est une proposition qui a été soumise par cette commission des procédures, mais pour qu'elle arrive au congrès qui doit se tenir, on le rappelle, les 9 et 10 décembre prochains, il faut qu'elle soit validée et intégrée dans l'ordre du jour. Et là, c'est la commission préparatoire présidée par Mohamed Yatim, qui lui-même s'oppose au troisième mandat de Ben Kirane, qui est habilité à l'inscrire à l'ordre du jour. Alors, est-ce que les choses vont être aussi simples pour Abdelilah Ben Kirane et ses partisans, pour imposer cette modification à l'ordre du jour lors du congrès? Moi, je vais essayer de transcender les égos des personnes et ce qui se passe à l'intérieur des machines. Ce qui se passe aujourd'hui, sur le PJD, c'est le prolongement naturel du fonctionnement des partis politiques marocains. Et à chaque fois, on tombe cette logique néo-patrimoniale.
Le Zaïm doit rester, on a besoin de lui, il y a une relation de Zahama. Ce n'est pas d'un charisme, d'un homme politique. C'est la personnalisation C'est du la parti. personnalisation du pouvoir. Et ce qui caractérise, ce qui marque à la fois cette tendance entre le chef du parti, et c'est pour ça qu'on trouve toujours des grabuges, on fait toujours des grabuges pour qu'il reste, pour qu'il ne parte pas, pour ceci ou pour cela. Ça n'est pas ça. Il y a deux lectures à faire. La première lecture, c'est ce qui se passe, ça se passe dans tous les partis politiques. Voilà un parti qui a essayé de nous habituer, de nous donner des leçons de morale en politique, en instaurant une sorte de discipline, de rigueur. C'est le seul parti qui a inscrivé les noms des parlementaires absents. Et cela, ça fait des gains considérables par rapport à l'électorat. Il a gagné des points sur ça. Et voilà aujourd'hui qu'il viole l'un des principes élémentaires de la démocratie interne. Et on ne peut pas dire que c'est un parti démocratique. D'autant plus, on ne peut pas démocratique quand vous avez un parti qui se met dans le registre traditionnel, conservateur, grégaire, archaïque, avec l'instauration de crimes d'honneur, avec l'interdiction des libertés individuelles. On ne peut pas dire que c'est un parti démocratique. Il faut appeler les choses par leur nom. Nous connaissons aujourd'hui... Quand je parle de démocratique, c'est de démocratie interne. Oui. Je ne suis pas forcément d'accord avec l'idéologie du PJD. Voilà un parti qui viole l'un des règles élémentaires. Et en même temps, je situe la démocratie. La démocratie n'est pas simplement interne. La démocratie, il a une vision globale. Alors, Il est en train de devenir un parti bananier. Aziz Saïdi, vous évoquiez tout à l'heure la question de façon plus abrupte. Est-ce que le PJD peut ou pas se passer de Ben Keren? Alors, c'est justement l'argument des partisans de Ben Keren qui explique que depuis son départ, dans toutes les élections, notamment à Al-Jadida et à Agadir, le PJD a été battu et parfois à plat de couture, justement parce que Ben Keren a été éliminé. Est-ce que c'est un avis qui pèse, et qui correspond justement à la personnalisation du parti, et qu'en l'absence de sa personnalité la plus marquante, le PJD pourrait perdre des voix et continuer à perdre des voix? Je ne crois pas que des élections partielles puissent vraiment refléter une grille de lecture. Ou constituer une grille de lecture de ce qui se passe. Sans doute que... Et c'est l'argument de ses partisans, en tous les cas. Sans doute que... Oui, d'ailleurs, Ahmed Rissouni lui répond. Lui, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Pour Rissouni, non, c'est la dégradation et de la tenue de PJD dans son langage, dans ses relations internes, qui est la cause d'un désenchantement des électeurs qui ont l'habitude. Donc, on peut faire toutes les grilles d'analyse, mais là, on n'en sortira pas. Mais moi, je voudrais répondre à Ali. C'est très bien ce qu'il dit, mais seulement un parti, c'est aussi des hommes, c'est des incarnations. C'est pas de l'abstrait. C'est pas quelque chose, un tableau qu'on va lire. Non, c'est des hommes qui agissent, qui portent des ambitions personnelles, qui portent des ambitions programmatiques. C'est une projection dans l'avenir. La politique a besoin d'incarnation. Et la politique a besoin d'incarnation. Elle a besoin de personne. Le problème, c'est que est-ce que cette incarnation est dictatoriale? Et c'est là où le bas blesse commence. Et moi, je suis d'accord sur l'histoire d'un troisième mandat. Toucher à ça, c'est banaliser le PJD. Parce que jusqu'à maintenant, on nous a dit, on a vu le Cercle le faire, on a vu l'USFP le faire, on a vu le PPS le faire. Et celui qui se présentait comme modèle et exemple, il est en train de le faire. Donc, ça voudrait dire que le PJD finalement devient un parti comme les autres. Comme les autres. Il y a une loi de l'irréversibilité politique au Maroc. Vous savez, quand un parti, dès qu'il rentre dans le pouvoir, il finit par avoir la chute de Camus. Il chute. Parce qu'on est dans un intérêt de pouvoir, de poste, de responsabilité. Ce qui les réunit, ce n'est pas la gestion démocratique, ce n'est pas l'intérêt général, ce n'est pas le service public, ce n'est pas le citoyen. Et peut-être beaucoup au niveau de... Vous êtes très pessimiste quand même. Ah non, sur la réalité, moi je traite la réalité. Dire la réalité telle qu'elle est, ce n'est pas être pessimiste. Tout le monde sait, je suis un optimiste. Et si je pars de la vérité telle que je la vis, c'est pour me projeter dans une vision beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus réaliste. Alors, voilà, on va essayer d'être un petit peu dans la prospective. Au vu donc, de tous ces éléments, de cette scission, de ces deux courants qui se dessinent, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce congrès des 9 et 10 décembre? Et surtout, aussi, quelles conséquences cela peut avoir pour le chef du gouvernement, Saad Eddine El-Othmani? Aziz Saïdi. Moi, je pense que justement, Ben Keren est en train de faire campagne. Campagne au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il reçoit des gens, qu'il est en train d'essayer de vraiment de s'attirer la sympathie de la base du parti,
des militants pour essayer de justement... De jouer les victimes. De jouer les victimes. Et d'ailleurs, ça, la missive de Ramil, c'était justement de dire pourquoi Ben Kiran ramène tout à lui par rapport à la campagne de 2011, Au-delà de ça, je pense que Ben Kiran est convaincu lui-même, et une certaine partie de la base du parti, que justement le fait que Ben Kiran ait joué en même temps le rôle de chef de gouvernement et de contestataire en chef, c'est ce qu'on disait, le week-end, il était dans l'opposition et la semaine, il était chef de gouvernement. Et que c'est grâce à cet exercice de funambule qu'il a réussi à justement maintenir, voire avoir plus de voix pendant les élections d'octobre dernier. Je pense que lui-même, il est convaincu de ça, qu'il est convaincu que le parti doit rester dans une sorte d'opposition de façade et que les ministres, enfin, le clan des ministres est, lui, tout à fait convaincu que, justement, maintenant que le parti est le premier parti au Maroc électoralement, il s'agit plutôt de préserver, justement, ses acquis et non pas d'aller jouer avec le feu en essayant de rentrer en confrontation avec un certain establishment. Naïm Kamel. Oui. Non, ce qu'il faudrait savoir pour parler de Ramid, parce que Ramid est un personnage assez important et les gens le connaissent très peu, assez important au sein du PJD. Il ne faut jamais oublier que les deux hommes n'ont jamais appartenu à la même mouvance au sein du parti ou du mur. Ramid est un courant. Il représente un courant. Et il est plus radical dans son islamisme. Et il est plus dur, il l'était au moins, dans sa façon d'appréhender l'action politique. Sur le plan radicalisme islamiste, oui. Sur le plan d'action politique, je me permets de mettre un bémol parce que il y a une sorte d'inversion des rôles entre Ben Kiran et Mustafa Ramil. Pendant le mouvement 20 février, il y avait Ben Kiran qui freinait des quatre fers pour que les militants et la base du PJD ne sortent pas dans la rue. Alors que Ramid est sorti dans la rue. Il voulait, lui, renverser la table. Et une fois qu'il y a eu les élections, il ne faut jamais oublier que Ramid a été chef de groupe et qu'il a été destitué, parce qu'on n'en voulait pas, parce que c'était un radical. Et c'est pour ça, quand on l'accuse d'avoir été le Hajj, de ne pas avoir pris, c'est un procès de mauvaise foi. Parce que Ramid, s'il n'a pas pris part, parce qu'à ce moment-là, il n'était pas convaincu de la participation au gouvernement et même de la participation aux élections. Moi, je me rappelle, c'est Abdellah Ben Kiran qui me l'avait dit juste après le gouvernement. Quand je lui ai parlé de Ramid, il m'a dit « Nous l'avons gagné en le menant avec nous au gouvernement ». Ça voulait dire toute la satisfaction que ça lui faisait. Maintenant, il y a Ben Kiran qui se croit avoir été déçu par son débarquement et par le peu, parce qu'il croyait que lui, dès qu'il serait destitué, ses amis allaient sortir avec lui. Ils ne l'ont pas fait. Et il a été obligé d'entériner leur choix. Il ne faut jamais l'oublier. Il a entériné l'Atmani, il a entériné la participation, et il joue toujours sur la même ambiguïté. Et je crois toute la bataille, la lutte au sein du Congrès, du prochain Congrès, ça va tourner autour de ces axes. Un dernier mot, Alice Djari, sur ce sujet. Non, il ne faut pas analyser que Ben Kiran a été blessé par la par son éviction. Il a été blessé. Il y a une blessure. Et cette blessure la met en situation de revanche aujourd'hui. Et s'il fait tous les moyens pour y retourner, c'est pour ça, sauver. C'était quelqu'un qui vit dans le syndrome d'un malade qui ne veut pas mourir en bonne santé. Le dépit. Tout simplement. Naïm Kamel. Il est dépité. Voilà, tout simplement. Ce sera donc le mot de la fin sur ce sujet, donc la crise interne du PJD. On y reviendra sans doute à l'occasion du Congrès dans un peu plus d'1 mois maintenant. Il nous reste 10 minutes pour parler de la Catalogne. On rappelle ce référendum du 1er octobre dernier qui a mis le feu aux poudres. Depuis, un bras de fer intense s'est noué entre Madrid, Mariano Rajoy et les indépendantistes catalans. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel bras de fer et un tel durcissement de ton entre les deux? Hadi Saïdi. Je
pense que c'était visible depuis un certain nombre de mois, si ce n'est d'années, parce que la bataille arrivait. Et je pense que la question du référendum, que ce soit à Madrid ou à Barcelone, enfin, ou en Catalogne, on disait, enfin, on essayait de mettre d'exacerber le plus la tension pour que ce référendum fasse basculer un statu quo que les deux côtés ne supportaient plus. Alors maintenant, je pense que au-delà du fait que c'était prévisible, je pense que maintenant on a dépassé un seuil de non-retour par rapport aux indépendantistes eux-mêmes, puisqu'ils ont proclamé aujourd'hui, ils sont sous le coup d'une inculpation. Là. Ils doivent se présenter devant la justice normalement dans 2 jours. Il y en a 2 qui sont rentrés justement pour se présenter. Le président Puigdemont reste à Bruxelles. Reste à Bruxelles. Et surtout, il dit « Je joue le jeu des élections du 21 décembre. » Du 21 décembre, les élections anticipées dont il a annoncé qu'il accepterait les résultats. Et d'ailleurs, le président Puigdemont, il a essayé de... On attendait il y a quelques semaines, justement, juste après le référendum qu'il proclame l'indépendance de la Catalogne. Eh bien, il a attendu le 27 octobre pour le faire. Il a essayé de retarder pour essayer d'avoir des moyens de négocier, pour essayer surtout d'avoir un appui international qui n'est jamais arrivé. Oui, la communauté internationale a parlé d'une seule voix, pour le coup. Elle est unanime sur ce sujet. Et je pense que maintenant, la seule chance qu'il lui reste, c'est justement d'essayer de reconforter sa position à travers des résultats probants lors des élections du 21 décembre. Ali Sedjari. Moi, je tirais 2 enseignements. D'abord, ce qui se passe chez nos voisins et les répercussions qu'on va avoir sur une affaire nationale, qui est l'intégrité du territoire. La première, c'est une tension bien ancienne entre les Catalans et le pouvoir central d'Espagne, bien ancienne, qui date du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle, autour de l'autonomie, autour du rapport avec le pouvoir, autour des élites, autour de la présence des Catalans. Donc il y a une histoire ancienne. Mais ce ne sont pas ces facteurs historiques aujourd'hui qui expliquent ce qui se passe actuellement. Actuellement, il y a 4 niveaux d'analyse. C'est une crise qui a des prolongements économiques, politiques, anthropologiques et fiscaux. Alors, sur le plan politique, c'est une région qui a son parlement, qui a son gouvernement, qui a ses partis politiques. Ils ont été dissous. Non, je parle par le passé. Et qu'est-ce qui leur manquait? L'indépendance. Et ils l'ont fait. Ils voulaient, on l'ont fait, ils l'ont pas fait de encore. façon unilatérale. Bien. Sur le plan économique, c'est la région la plus riche en Espagne, qui contribue à hauteur entre 20 et 22% du produit intérieur brut, qui a une concentration industrielle, économique, touristique et tout ça. Mais depuis le 1er octobre, plus de 1700 grands groupes ont fait quitter leur siège de la Catalogne. Oui, mais ils peuvent le tourner, parce que la situation n'est pas réglée pour autant. Et donc, ils regroupent 16 millions d'habitants, c'est comme la Belgique en Europe. Et la troisième, c'est la fiscalité. Les Catalans n'ont jamais admis que les Basques ont leur autonomie financière et fiscale et qu'eux n'ont pas. Et ils considèrent que c'est le pays le plus riche, c'est la région la plus riche, et qu'ils donnent aux régions les plus pauvres. Et donc, ils cherchent l'indépendance. Voilà. Et facteur anthropologique, c'est l'une des seules régions, au lieu des régions, qui s'accrochent à leur identité. Ils ont une langue, ils ont un drapeau. Vous allez dans une cité universitaire, en bataille, c'est manifeste, c'est très perceptible. Donc il y a tous ces facteurs-là réunis ensemble qui font que ces gens-là ont déclenché un processus irréversible qui est l'indépendance et sur lequel ils ne l'auront pas. Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que toute la communauté... Vous répondez à toutes les questions en une seule intervention, c'est magnifique. Et puis, mais je vous demanderai d'être juste un petit peu plus court pour qu'on ait le temps de faire un tour de table. Voilà le leçon qu'il faut prendre aujourd'hui du Maroc. Je fais la liaison étroite. La leçon. Alors le Maroc aujourd'hui doit prendre acte de ce qui s'est passé dans la Catalogne voilà le projet où je le retire. Il doit fixer un agenda pour le retirer et l'imposer. Dès lors que l'Europe unie dans sa totalité est d'accord à ce que l'unité espagnole soit unie et indivisible et qu'elle ne tolère pas, elle reste aujourd'hui que l'indépendance de Catalogne est impossible. Il reste une seule voie, c'est la voie du fédéralisme. Donc seul l'avenir nous le dira. Naïm Kamel, notamment sur cette question de l'attitude de la communauté internationale, que ce soit la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Union européenne ou même les États-Unis qui se sont déclarés pour le soutien à l'unité territoriale espagnole. Quelles conséquences cela peut avoir aussi pour le Maroc? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit la tendance indépendantiste, autonomiste, prospérer un peu partout en Europe. Et elle accompagne un repli nationaliste, d'abord à l'échelle des États,
puis à l'intérieur des États, à l'échelle des composantes de ces États. Parce qu'il n'y a pas d'État-nation en Europe, ce n'est pas vrai. On a essayé d'en créer, mais il y a toujours, quand on parle de la France comme État-nation, on sait qu'il y a la Bretagne, on sait qu'il y a la Corse, on sait qu'il y a l'Alsace, qu'il y a la Normandie, il y a le Pays Basque, il y a le Pays Basque, etc. Il y a les Catalans aussi. La Bretagne. La Bretagne, oui, j'ai commencé par la Bretagne. Donc, il y a aujourd'hui une reconsidération de manière à ce que le processus ne devienne pas contagieux et qu'il y ait un éclatement à l'intérieur de l'éclatement de l'Europe. Et ça, c'est important pour eux. Maintenant, est-ce que la politique étant généralement une règle de mauvaise foi par excellence, est-ce qu'ils vont pouvoir l'appliquer ou la dupliquer sur le cas du Maroc? De toute façon, le Maroc, lui, a fait le choix de soutenir l'unité territoriale de l'Espagne. L'Algérie l'a suivi un mois plus tard. C'est l'Algérie aujourd'hui qui doit en tenir compte. Et dire pourquoi, là, vous, les champions de l'autodétermination des peuples, vous, les champions des indépendances des peuples, en Espagne, vous n'êtes pas pour, mais au Maroc, vous financez et vous armez et vous y allez. Je crois là, sur le plan intellectuel et culturel, pour approcher les opinions occidentales, les opinions qui comptent, qui font la décision internationale, il y a une porte. Aziz Saïdi, pour conclure, et ce sera le mot de la fin. Je pense que, comme le disait Sis Djari, c'est toute une histoire, la Catalogne. Et puis surtout, il y a eu la période de Franco, où il y a eu une répression et où le sentiment d'appartenance catalan s'est exacerbé. Le modèle espagnol, à travers cette décentralisation, à travers une autonomisation de ces régions, était vanté comme un exemple, hein, d'ailleurs. Et justement, la Catalogne, le succès économique et social de la Catalogne était donné comme un exemple ultime de ce modèle-là. On voit que justement, sur une question, je pense que c'est vrai, au-delà de tout, la question fiscale était centrale dans les liens dans la crise catalane, et que justement maintenant, comme je le disais tout à l'heure, un seuil était franchi, et que je ne vois pas comment, je ne vois pas l'Espagne mettre au pas la Catalogne au sens tutélaire comme c'est le cas maintenant. C'est-à-dire qu'elle devra entendre ce signal ? Ça veut dire oui, ça veut dire qu'il faudra faire évoluer cette relation. C'est clair. Il va falloir faire des concessions. Vers le fédéralisme, pourquoi pas? Je pense que oui, c'est une piste, c'est une piste. Mais je pense que maintenant, il y a un seuil qui a été franchi et que, de toute façon, il faudra prendre en compte cela. Maintenant, aujourd'hui, toute l'Espagne, tout le paysage politique espagnol, même le Parti socialiste, fait front avec Rajoy pour justement maintenir l'unité espagnole. Mais quelque part, très vite, il faudra, je pense que ces partis, et notamment le Parti socialiste ou d'autres, et même les nouveaux partis, Ciudadanos et Podemos, vont commencer justement à essayer de prendre en compte cette aspiration catalane pour éviter une rupture. Parce que c'est ça qui est dangereux. Au-delà de ça, c'est vrai que la Catalogne est un contributeur très important au PIB espagnol, mais c'est aussi une locomotive pour son économie, pour sa visibilité à l'international. On ne va pas parler de foot, on ne va pas parler de tourisme, mais il y a beaucoup de choses qui font que Barcelone était un haut lieu espagnol. Or, l'Espagne ne peut pas se permettre de perdre ça. Merci infiniment, messieurs. Une autre démocratie. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour commenter toute cette actualité. Merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. Restez sur Médien TV, la suite de l'information dans un instant. Et quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau débrief. À très vite.